Et l'invitée de la matinale en ce jeudi 30 août est Martine Cornaille, la présidente d'EPLP, Ensemble pour la planète, la première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Martine Cornaille. Bonjour la première, bonjour à tous. C'était mardi matin à Paris, en direct à la radio. Nicolas Hulot a expliqué qu'il se sentait seul, que la mobilisation n'était pas à la hauteur de l'urgence de la situation. Le ministre de l'écologie a quitté le gouvernement. C'est un aveu d'échec ? C'est un aveu de désespoir, hein, d'échec aussi, même si son bilan est a posteriori mis en avant. Je pense que 15 mois, c'est même pas des couleuvres hein, qu'il avait, ils sont des anacondas. Hein. Oui, il y a une ministre qui l'avait déjà dit, hein, enfin une ancienne ministre. Qui avait parlé de Boa Constructeur. Ah ben voilà, nous c'est Anaconda. Voilà, il arrive un moment où, s'il veut garder un tant soit peu d'estime de soi on va dire, continuer à être crédible, il fallait qu'il se démette. Et sa démission, Je vous rappelle quand même, Thierry, quelque chose d'important. Il est au gouvernement depuis 15 mois, il avale des couleurs depuis 15 mois, mais on va dire que sa mise à l'écart ou le peu de considération qui lui est portée ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle avoir entendu Nicolas Hulot sur vos ondes dire, lors de son passage en Nouvelle-Calédonie en novembre 2014, alors qu'il est venu dans les bagages de François Hollande, dire, ben oui, le charbon, c'est la meilleure solution pour la centrale SLN, pour le remplacement de la centrale SLN. Je pense que déjà à cette époque, on lui faisait dire des choses qui allaient à l'encontre de ses convictions. Et il arrive un moment où ce n'est plus possible. Voilà. Oui, en même temps, il savait où il mettait les pieds, Nicolas Hulot. Je pense qu'il a commis une erreur, parce qu'encore une fois, La République En Marche, M. Macron se paye de mots, mais ils ont fait illusion, la preuve, hein, M. Macron a été élu, et parce qu'on lui offrait un grand ministère de l'écologie, M. Hulot a cru pouvoir changer les choses. Or, nous considérons que l'écologie est intégratrice. Donc, il fallait qu'à côté de lui, il y ait un ministère de la transition agroécologique, qu'il y ait un ministère de la transition énergétique, qu'il y ait un ministère de la conversion économique. Et lui était tout seul à incarner l'écologie. C'est pas possible avec des collègues et un schéma de gouvernement du passé. Nicolas Hulot dénonce la présence de lobbies dans le cercle des pouvoirs. Encore une fois, Nicolas Hulot, il ne découvre pas les lobbies aujourd'hui. Il n'est pas né de la dernière pluie, encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine Cornaille ? Il pensait que le gouvernement auquel il appartenait saurait les tenir en laisse et les maintenir à leur juste place. Oui, je vous parle des lobbies parce que vous aussi, Martine Cornaille, après des années de lutte, vous vous étonnez de la lutte du pouvoir des lobbyistes en Nouvelle-Calédonie. Vous vous étonnez seulement maintenant ? Ah non, on s'en étonne pas. On en est arrivé... au moment où M. Nicolas Hulot donc, annonçait sa démission à Paris sur France Inter, nous, à EPLP, nous étions réunis en conseil d'administration. Donc nous ignorions sa décision, mais nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que nous avons dit que les lobbies en Nouvelle-Calédonie, ça suffisait et que donc nous allions pratiquer la politique de la chaise vide dans toutes les instances consultatives dans lesquelles nous siégeons. Est-ce que c'est constructif, ça, la politique de la chaise vide ? Mais le souci, Thierry, c'est qu'après 12 ans d'investissement sans borne, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Donc nous exigeons désormais un profond bouleversement de la gouvernance. Nous voulons discuter avec des gens qui ne sont pas en conflit d'intérêts. Qu'on entende les professionnels, qu'on les écoute, c'est une chose, mais qu'ils participent à des décisions qui les concernent, c'est inacceptable. Nous disons que l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Le tout est bien plus grand que la somme des parties. Donc il faut que les décisions publiques servent l'intérêt général et soient prises en dehors de toute pression, qu'elle soit économique notamment, ou même politique, hein, puisqu'il y a beaucoup de postures qui malheureusement desservent l'intérêt général. Mais enfin, on peut penser que si vous claquez la porte... non, on ne claque pas encore la porte. On essaie de provoquer une prise de conscience en disant, voilà, se retrouver au comité consultatif des produits phytosanitaires face
à un représentant de la Chambre d'agriculture, à un représentant des importateurs-distributeurs de pesticides, face à trois représentants des syndicats d'exploitants agricoles, qui prônent en fait le statu quo, alors que nous nous battons très isolément pour un changement radical des pratiques, ça ne peut pas le faire. La même chose au fonds nickel. Je suis la seule représentante de la société civile qui n'a pas intérêt au nickel. J'ai face à moi tout le secteur minier et métallurgique. Ce n'est pas possible. Donc on veut sensibiliser à la nécessité de réforme de la gouvernance. Donc on fait systématiquement signer des déclarations de non-conflit d'intérêts, et c'est seulement à cette condition que la protection de la santé et de l'environnement sera efficace. Est-ce que vous avez démissionné du conseil d'administration de l'Œil? Alors voilà, ça a commencé là avec quelque chose de très fort quand même. Ce sont des gens administrateurs de l'Œil. Parce qu'on rappelle que vous aviez été écarté de cette présidence. Oui, j'ai été révoqué. Je ne dis pas la violence. Ça vous a laissé un goût amer. Absolument, puisque j'étais l'une des rares légitimes à siéger à ce conseil d'administration, et ce sont des gens en conflit d'intérêts qui m'en ont évincé. Donc il y a bien un souci profond. Alors il existe, on le voit en métropole, mais en Nouvelle-Calédonie, il est carrément institutionnalisé. Ce sont les provinces, le gouvernement, l'État, certaines communes qui organisent donc des cercles de concertation dans lesquels on est minoritaire d'une part, et face à des gens qui défendent leur beefsteak. Et nous, nous disons non, on n'est pas des lobbyistes comme les autres. Nous, on défend l'intérêt général. Et finalement, les gens qui sont face à nous, bien sûr, ils ont des choses à dire. Bien sûr, il faut leur permettre de les dire. Mais ensuite, lorsque la décision doit être prise, il faut faire abstraction de ces intérêts particuliers, si le besoin s'en fait sentir, pour ne considérer que l'intérêt général, la défense des biens communs. En Nouvelle-Calédonie, en tout cas, les lobbyistes, ils sont connus. Vous tapez toujours sur les mêmes. En général, les métallurgistes. La mine, l'énergie, l'agriculture. En ce qui concerne l'Œil, vous aviez tapé sur Vallée. Pour vous, c'est Vallée, c'est cet industriel qui tirait les ficelles? Ah, tout à fait. Vous avez vu que la Chambre territoriale des comptes a rendu un rapport récemment qui confirme ce que je disais au moment de mon éviction de l'Œil, c'est-à-dire que la province sud n'a rien à refuser à Vallée, puisqu'elle a contracté une dette considérable à son encontre via donc une filiale de Promo Sud, et que ces dettes contractées mettent en péril la province. Donc, on nous a vendu aux industriels de la mine et de la métallurgie. On n'a malheureusement pas fini d'en payer le prix au travers de décisions qui ne vont pas dans le sens de la préservation de notre patrimoine naturel et donc de nos conditions de vie, de notre qualité de vie de long terme. En même temps, vous dénoncez que le comité consultatif coutumier environnemental, pour toujours parler de l'Œil, est financé par Vallée. André Vama, qui est le nouveau président de l'Œil, rappelle que finalement EPLP aussi est financé par Vallée. Ah bon? Vous répondez quoi quand Mais c'est complètement faux, c'est totalement faux. Totalement faux. Nous, on vit de quelques subsides publics. Je veux quand même indiquer que sur 3 ans, les subventions du gouvernement et de la province ont baissé de 60%. Il n'y a pas que la culture qui est touchée. Nous aussi, on l'est violemment. Et puis, bien sûr, du produit des cotisations payées par nos membres et des dons de nos adhérents ou de nos sympathisants. Vous avez dit un mot important tout à l'heure quand on discutait en coulisses. Vous avez dit que vous avez le sentiment d'être utilisé, Martine Cornaille, de servir de caution. Nicolas Hulot, quand il a eu ce sentiment de servir de caution écologiste, il est parti. Vous pensez, vous aussi, un jour à quitter... Tout à fait. Alors... il n'y a pas que moi qui ai le sentiment d'être utilisé. En fait, depuis la Charte constitutionnelle de l'environnement, il y a un cadre juridique qui impose à toutes les autorités de concerter, de faire participer le public, et notamment les associations de protection de l'environnement, aux décisions qui ont des impacts environnementaux. Donc c'est une obligation. Mais, comme je vous l'ai expliqué, on est dans le respect du formalisme. On n'est pas dans la prise en compte effective de nos préoccupations. Donc ça dure depuis 12 ans pour ce qui me concerne.
comme pour ce qui concerne le PLP. Donc, nos bénévoles sont fatigués, puisque quelque part, ils servent de caution, on respecte la forme, mais on s'assoit sur toutes leurs remarques. Le dernier cas emblématique que nous avons eu à connaître concerne le comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail. Je vous arrête, Martine Corneille. Oui. On continue à en parler tout à l'heure parce que le temps passe vite. On se retrouve à 7h06. Thierry Bellemont. Martine Nollet, un petit peu comme Nicolas Hulot, vous en avez assez du pouvoir des lobbies dans le cercle des pouvoirs en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est pour cela que vous avez décidé dans votre conseil d'administration de mardi soir de pratiquer finalement la politique de la chaise vide. Expliquez-nous pourquoi. Mais justement parce que les lobbies, enfin on considère, nous, que les lobbies n'ont pas leur place dans les instances consultatives ou décisionnaires auxquelles nous participons. Nous sommes là pour prendre des décisions qui profitent au plus grand nombre et malheureusement, nous voyons bien, après 12 ans de pratique quand même, que les décisions qui sont prises pour servir les intérêts de quelques-uns. Alors je répète la question. Ça nous est devenu en quoi insupportable. Cette politique de la chaise vide va être constructive pour faire avancer les dossiers? Eh bien écoutez, c'est comme ce que M. Nicolas Hulot a estimé. On espère que ça va créer... peut-être pas un électrochoc, restons modestes, mais une prise de conscience des pouvoirs publics qui, du coup, vont envisager d'accéder à notre demande de réforme de ces instances de gouvernance participative. En quoi ça va créer un électrochoc, entre guillemets? Écoutez, on l'espère, comme l'espère M. Hulot. Encore une fois, nous sommes seuls. Nous n'avons pas de fortune personnelle, nous n'avons pas de médias à notre botte, nous n'avons pas de salariés susceptibles de bloquer la baie de la Moselle. Donc, on fait ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose, c'est-à-dire des faibles moyens. On a alerté souvent, on a encore, je vous le disais tout à l'heure, au comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail, on va dire, pris conscience de notre inutilité. On a produit une lettre ouverte avec des arguments très forts. Aucun d'eux n'a été discuté au comité de gestion. À quoi sert toute cette énergie, tout ce temps consacré à la défense de notre patrimoine? Et donc, parce que vous avez l'impression aujourd'hui que vos dossiers n'avancent pas, vous baissez les bras, Martine Corneille, vous avez l'intention, par exemple, de passer la main au sein de PLP? Tout à fait. Je ne serai plus présidente de PLP en 2019. Je l'ai annoncé donc à mon conseil d'administration de mardi soir. Et qui pourrait prendre la suite de Martine Corneille? On verra. On verra. De toute façon, on a une obligation de durée puisqu'on a engagé de très nombreux contentieux. Et comme la justice s'inscrit dans le temps long, il faudra que PLP survive au départ de Martine Corneille. Dans la région aussi, hein, il y a un autre ministre qui a démissionné, qui a été poussé à la démission pour des raisons environnementales. C'est le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull. Le 24 août dernier, il avait été contraint de renoncer à inscrire dans la loi l'objectif de l'Australie en matière d'émissions de gaz à effet de serre, etc., faute de soutien. Partout dans le monde, vous avez cette impression aussi, Martine Corneille, que l'environnement est un sujet politiquement toxique? Absolument, qui nuit aux politiciens, excusez-moi, je dis bien politiciens, et qui du coup s'assoit sur toutes ces préoccupations, quoi. Donc moi j'envisage d'aller demander le soutien des Calédoniens et de changer de terrain. Comment Devinez. Voilà. Dites-moi. Des élections se profilent en 2019. Je vais voir ce que l'écologie pèse en Nouvelle-Calédonie. Donc vous engagez en politique? J'en ai très envie. Et là, de deux choses l'une. Soit nous serons élus, et donc nous aurons une légitimité forte, plus forte que la légitimité associative, puisqu'on voit bien qu'on pèse rien. Soit je ne serai pas élu, et à ce moment-là, j'aurai toutes les bonnes raisons de rester à cultiver mon jardin. Créer un groupe politique ou vous associer à quelqu'un? Tout à fait. Non. Un groupe politique indépendant pour que vive l'écologie. Puisqu'on voit bien que les partis traditionnels calédoniens, comme les autres en métropole, ne font de l'écologie qu'un faire-valoir. Nous, on veut des actions fortes. On veut un changement de paradigme. Et comme Nicolas Hulot, on en a marre de la politique des petits pas. On n'a plus le temps. L'urgence absolue est déclarée. Finalement, les seuls qui peuvent changer les choses, c'est les citoyens. Quand ils se rendent aux urnes. Voilà, c'est pour ça qu'on va essayer. Et puis, on verra bien. On va partir au standard, si vous le voulez bien, Martine Corneille. On retrouve Roselyne. Il est 7h11. Bonjour Roselyne. Bonjour Martine Corneille. Bonjour. Et puis alors, je voulais vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la Calédonie.
On a un beau paradis, mais vous savez, bon, ce que vous dénoncez, on le partage tous, mais on n'a pas assez de cran pour descendre dans la rue avec vous. Alors moi, la question que je vais vous poser, comment se fait-il que la SLN déverse à nouveau ses fumées? Merci Roselyne. Merci Roselyne. Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, on a une association qui s'appelle Scalaire, qui est chargée de suivre la qualité de l'air à Nouméa. Et dans le Grand Sud. Son premier bilan pour l'année 2017. Alors j'étais très étonnée d'ailleurs que le bilan annoncé pour une fois ne soit pas mirobolant. Hein. Il est préoccupant. Mais pire que ça, si l'on adoptait les normes de l'Organisation mondiale de la santé, le bilan ne serait pas préoccupant, il serait catastrophique. Alors, qui siège à Scalaire? La SLN, Enercal, Valais, la province, et puis quelques autres. Nous, EPLP, nous avons demandé à intégrer Scalaire 3 fois. Nous avons présenté 3 fois notre candidature. Elle a été retoquée 3 fois. Est-ce que c'est normal que la seule association de protection de l'environnement agréée par l'État, hein, donc agrément qui justifie d'une forte représentativité, d'une gestion irréprochable, est-ce que c'est normal qu'on reste à la porte d'une association de surveillance de la qualité de l'air alors même que les pollueurs y sont avec voix délibérative? Il y a quand même un souci. Alors ça, c'est une chose. Et deuxième chose, je veux dire à Roselyne que les responsables, ce sont les pouvoirs publics. Depuis au moins 8 ans, la province Sud délivre des arrêtés dérogatoires d'autorisation d'exploitation de la centrale SLN. Elle a produit aussi, la province Sud, une mise en demeure à la SLN, donc mettant en demeure l'industriel de remplacer sa centrale. Il ne l'a pas fait. Quelle sanction il y a eu? Aucune. Pire que ça, c'est nous, maintenant, Calédoniens, qui allons payer la centrale pour la SLN. Donc voilà, il faut aussi analyser les choses et puis mettre nos élus face à leurs responsabilités. Et ça, malheureusement, en Calédonie, il n'y a que EPLP qui le fait. Voilà. Et donc, il n'y a qu'une personne ou qu'une association qui est vouée aux gémonies, c'est EPLP et Martine Cornaille. Vous avez l'idée de vous présenter en 2019. Est-ce que vous pensez que si vous étiez élu, vous pourriez véritablement changer les choses? Écoutez, on vit d'espoir. Si je n'ai plus d'espoir, je prends un flingot et puis voilà, je disparais, quoi. J'ai encore ça à essayer. Je vais le faire et puis j'en tirerai, je vous le dis, toutes les conséquences. On part au standard avec Joseph. Bonjour Joseph. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Madame Cornaille. Bonjour. Je vous écoute depuis tout à l'heure et je vous rejoins. Vous dites là, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai une question là. Pour le conflit de Kwawa, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'association pour l'environnement qui soutient les jeunes de Kwawa. Voilà, c'est ma question, Madame Cornaille. Ok. Merci Joseph. Alors, les jeunes m'ont téléphoné très tôt après le début du blocage pour me dire un certain nombre de choses et notamment qu'ils n'avaient pas d'interlocuteur avec qui parler et que ça leur posait un gros problème. Donc, je me suis fendue d'un mail adressé à Monsieur le Haut-Commissaire en lui demandant une médiation. Laquelle médiation est intervenue depuis lors. J'avais demandé d'ailleurs à Monsieur le Haut-Commissaire une médiation pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est responsable de l'ordre public et ensuite parce qu'il est actionnaire des Ramettes SLN et que donc il a une part de responsabilité en tant que représentant de l'État dans les pratiques de la société minière. Alors, j'ai fait aussi pour eux, à leur demande, un certain nombre de recherches juridiques dont je leur ai communiqué les résultats. Donc, je veux dire que nous leur avons donné toujours les mêmes conseils que nous donnons systématiquement parce qu'on est régulièrement sollicité par des groupes de jeunes de Lilloin, de IAT, maintenant de Kwawa, qui nous disent tous la même chose. On n'est pas informés. On ne tient pas compte de notre avenir, les coutumiers donnent des autorisations sans nous en parler, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Là encore, j'incrimine les collectivités, et notamment les provinces qui délivrent les autorisations minières. Il y a un problème avec l'organisation des enquêtes publiques. Le format actuel des enquêtes publiques n'est pas adapté à la sociologie du territoire. On sait tous que chez les Kanaks, il faut palabrer, il faut du temps. Et ouvrir une enquête publique sur 15 jours, ce n'est pas suffisant. Donc là encore, pour apaiser les tensions,
il faut changer les choses. C'est un bras de fer que les jeunes de Kouawa, en raison de montée, de faire depuis... Tout à fait, puisque le massif en question, c'est le réservoir d'eau de la zone. Donc on ne touche pas à une ressource vitale qui est l'eau. Je veux dire que dans ce conflit, comme dans d'autres conflits miniers, les seuls légitimes à s'exprimer, ce sont ceux qui souffrent de l'exploitation minière. Voilà. Je dénie le droit à quiconque de s'exprimer sur une problématique dont il ne subit pas les conséquences. Voilà. Je veux dire que nous avons recruté depuis 2 ans une association de Kouawa. Nous travaillons avec elle avec énormément de difficultés. Cette association représente une centaine de gens de l'embouchure. Bien, ces gens vont être les premiers réfugiés environnementaux de Nouvelle-Calédonie. Il faut les déplacer. La rivière est tellement engravée par l'activité minière de la SLN qu'ils subissent des inondations récurrentes qui mettent leur vie et leurs biens en danger, au point qu'ils ne peuvent plus rester. Donc la situation est grave. Et c'est eux qui ont la légitimité pour parler, personne d'autre. Donc il y a encore de grands dossiers à défendre en Nouvelle-Calédonie. Nicolas Hulot a dit que c'est une accumulation de déceptions et c'est surtout parce qu'il n'y croit plus qu'il s'en va. Il ne croit plus à la politique. Vous avez envie de vous engager, vous, en politique. D'ailleurs, pour quelle élection ? On nous parle de provinciales. Les provinciales de 2019. Verra, donc la politique, vous n'y êtes pas dégoûté? En fait, dans le statut qui est le nôtre aujourd'hui, on a tous les inconvénients de la politique, sans en avoir aucun des avantages. Donc, on aura une légitimité qui nous permettra de nous exprimer dans un certain nombre de tribunes, où on espère avoir une audience. Et puis surtout, la question, c'est celle de la légitimité. Aujourd'hui, bien qu'on ait des taux d'abstention considérables, les politiques, les élus considèrent qu'ils ont seuls la légitimité à décider. Eh bien, on va donc aller sur leur terrain pour essayer de se mettre à leur niveau. Voilà. Merci Martine Cornaille. Merci à vous. Merci Martine Cornaille.